demande d'accueillir sous vos applaudissements Rebecca Enonchong, fondatrice de AfriLab, Olivier Furdel, le cofondateur de Teranga Capital, Tommy Davis. Tommy Davis, je vous demande de l'applaudir parce qu'il est venu du Nigeria. Il a beaucoup voyagé et il est très heureux d'être avec nous. Il va nous partager son expérience en tant que business angel. Ninon Duval, qui est la présidente directrice de Bondinov. Thomas Festerling, qui est le cofondateur de Green Tech Capital. Eric Young, pardon, excusez-moi. Et Scott Ender, qui est avec Mercy Corps Europe et qui vient des États-Unis. Et enfin, ce débat va être modéré par Christian Géquinou, que vous connaissez peut-être. Il était là l'année dernière et qui est le coordonnateur d'Afrikinov. Merci. Pour quelques heures encore. Bonjour ou bonsoir. L'objectif de cette table ronde sera de parler un peu plus de la facilité de financement qui a été annoncée ce matin. Vous avez entendu parler de 15 millions d'euros lancés par l'AFD pour soutenir les startups innovantes en Afrique, pour soutenir aussi les tech hubs. Donc il y a énormément de questions qui se posent sur ces 15 millions d'euros, comment on va aller les chercher. Je pense que la plupart des startups attendent de savoir exactement comment faire pour aller chercher ces sous-là. C'est vrai, non? On a des startups dans la salle qui veulent savoir. Voilà, donc l'objectif, c'est de donner un peu plus de détails sur comment cette facilité sera gérée. On a autour de la table les opérateurs, donc les structures avec lesquelles l'AFD va travailler justement dans le cadre de cette facilité. Et on va essayer d'avoir une introduction de la part de ces structures-là. Et on aura aussi un temps d'échange avec vous, avec le public, pour répondre à vos questions, pour vous donner un peu plus de détails sur cette facilité qui est lancée par l'AFD pour soutenir les écosystèmes en Afrique, pour soutenir les hubs et pour soutenir les startups. Je vais commencer peut-être par les structures d'accompagnement, les hubs justement. On sait que les hubs jouent un rôle très important dans le développement des écosystèmes, même si de plus en plus on entend des critiques en direction des incubateurs sur leur rôle, qu'est-ce qu'ils font exactement dans les écosystèmes. Mais quand on regarde les écosystèmes de l'innovation, on sait que quand on a des tech hubs qui jouent bien leur rôle, c'est des acteurs très très importants. Et dans ce cadre-là, on a deux opérateurs qui vont travailler avec l'AFD pour renforcer ces hubs. On a AfriLab et on a Afrikinov, mise en œuvre par Bondi Innovation. Rebecca, bonjour. Bonjour. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur AfriLab et surtout dans le cadre de cette facilité accordée par l'AFD, dans le cadre de cette collaboration avec l'AFD, quelle sera l'action de AfriLab sur les écosystèmes de l'innovation? Donc d'abord une introduction de AfriLabs. Donc en 2011, 5 incubateurs, hubs africains se sont réunis et ont décidé de collaborer et de travailler ensemble. Comment apprendre l'un de l'autre, partager et se renforcer en communauté. Et cette communauté aujourd'hui comprend 174 hubs sur 45 pays. Donc, de 2011 à cette année, il y a une progression importante qui reflète en fait la progression des hubs sur le continent africain. En 2011, quand AfriLabs a commencé, je pense qu'il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de hubs sur le continent. Aujourd'hui, il y en a plus de 600. Et on est heureux de regrouper au moins 174 parmi ces hubs-là. Quelle est la vocation d'un hub? C'est d'accompagner les entrepreneurs. Parfois, vraiment très très tôt. Et je pense que souvent, quand on entend le mot incubateur en Europe ou aux États-Unis, ça a une connotation un peu différente. Parce que les hubs en Afrique, on a des responsabilités qu'eux n'ont pas. C'est-à-dire, on crée même l'entrepreneuriat. Beaucoup de ces tech hubs vont dans les universités pour organiser les jeunes
dans les clubs des associations dans la technologie. Ils font des formations techniques dans leur hub qui sont même avant l'entrepreneuriat. Et donc, ensuite, ont des programmes pour soutenir les entrepreneurs. Et à la fin de tout ça, il y a les startups qui sont soutenues par les hubs. Mais il y a tout un ensemble de projets et d'initiatives que la plupart des hubs africains ont dans leur programme, que les hubs européens ou les incubateurs européens ne connaissent pas. Mais comme l'a dit Christian tout à l'heure, il y a quand même des lacunes qui sont reconnues dans la qualité des services que ces hubs peuvent délivrer aux entrepreneurs, aux startups. Comment améliorer ça? Et donc, à Freelabs, on a conçu un programme d'accompagnement pour les hubs, pour que ces hubs puissent mieux accompagner les startups. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de leçons qu'on connaît et qu'on peut donc répliquer à travers le réseau de Freelabs. Et pourquoi passer par un hub? On sait que les startups qui sont accompagnées, qui sont encadrées par les hubs, ont un meilleur taux de réussite. Et donc, comment améliorer le taux de réussite des entrepreneurs, des startups africaines? C'est d'améliorer leur encadrement, donc d'améliorer les hubs. Et donc, on a tout un programme de capacity building pour les hubs africains. Pas seulement ceux qui sont membres de Freelabs, mais surtout d'abord ceux qui sont membres de Freelabs, qui comprend une formation. Il y a par exemple aussi avec une université, en partenariat avec une université, pour avoir des formations qui sont certifiantes, pour qu'on puisse voir aussi le niveau de chaque hub. Quelle est la capacité de chacun des hubs à délivrer les services? C'est-à-dire que donc cette certification qui passe par un programme universitaire est, entre autres, en fait, dans le programme de l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, l'AFD soutient ce programme de capacity building avec 2 millions d'euros. C'est un programme sur 3 ans. Et donc, on commence avec un... Je parle en franglais, hein, désolé. C'est ma langue nationale au Cameroun. Donc, on commence avec une évaluation du niveau de nos hubs, des membres, pour savoir où est-ce que vous en êtes. C'est extrêmement important. Quelles sont vos lacunes? Et donc, à partir de là, on construit un curriculum qui sera adapté et pourra vraiment renforcer les lacunes de chacun de nos hubs. Et donc, je pense que ce qui est vraiment essentiel, et on remercie l'AFD, ils sont dans la salle quelque part, je suis sûre, de ce côté-là. Vraiment, on dit merci, pourquoi? Parce que c'est un programme qui a été conçu par les incubateurs, par les hubs, pour les hubs. Et l'AFD a tout simplement dit « OK, on vous fait confiance ». Et voilà, donc vraiment, merci beaucoup pour la confiance aux grassroots de l'Afrique, parce que c'est pas souvent qu'une organisation, une institution décide de financer quelque chose qu'eux n'ont pas conçu. Donc, merci beaucoup et voilà. Merci beaucoup Rebecca. Dans la même dynamique, Afrikinov, qui a aussi un réseau de hubs, qui a aussi un programme de structuration de cet écosystème-là via les hubs, est soutenu par l'AFD. Est-ce que Ninon, tu pourras nous en dire un peu plus? Oui, qui a été aussi soutenu dès le début par l'AFD. Pour notre aventure à nous. On est très très proche d'Afrilab, ce que tu as dit Rebecca, je ne peux que le répéter. C'est vrai que les incubateurs, les hubs, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, comme tu as
voilà, l'habitude de les appeler, sont des structures d'appui aux startups. Et c'est vrai qu'elles commencent, ces structures, à être de plus en plus visibles, de plus en plus outillées. C'est assez récent, c'est extrêmement dynamique, en particulier en Afrique. Nous aussi, on a fait le constat, on regardait sur l'Afrique francophone, il y a 3 ans, le nombre d'incubateurs qui étaient présents, visibles. Il y en avait quelques dizaines, et aujourd'hui, effectivement, il y a une offre extrêmement riche. Ça va à toute vitesse, et avec des structures qui sont de plus en plus professionnelles et de plus en plus outillées pour accompagner les startups. Alors, c'est vrai que ces structures sont elles aussi encore fragiles, et c'est le constat qu'on fait tous. C'est vrai que ces structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant ne peuvent pas répondre à tout aussi. Il y a des startups qui vont très très vite, qui ont déjà une certaine maturité. Les hubs sont néanmoins des structures essentielles pour promouvoir cet entrepreneuriat et le faciliter à travers différentes offres de services qui sont soit de l'immobilier. Vous arrivez dans des espaces de coworking et vous arrivez en tant que start-up dans un environnement où il y a d'autres start-up qui ont les mêmes affres et les mêmes difficultés, et c'est extrêmement enrichissant d'être dans un lieu et dans un environnement dans lequel on est associé à d'autres entrepreneurs. Les hubs sont aussi des soutiens en termes de services, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc avec des équipes qui peuvent accompagner. Les hubs sont parfois aussi des outils de financement ou de préfinancement sur le début de parcours. Voilà, et c'est vrai que ces hubs doivent être soutenus. C'est vrai que malgré les critiques, dans toutes les recherches qui ont été conduites sur ces hubs, les taux de survie sont bien supérieurs pour des entreprises qui sont accompagnées dans ces hubs ou qui sont référencées dans ces communautés d'entrepreneurs. Donc avec Afrikinov, on a un peu la même histoire. On a démarré au début avec quelques incubateurs. C'est une initiative qui a démarré en France. Aujourd'hui, c'est 60 incubateurs SAEI qui ont été sélectionnés et qui font partie de ce réseau Afrikinov. On est très francophone, on a une histoire très francophonie. Mais dans les 60 incubateurs aujourd'hui membres de ce réseau, on a 18 pays, donc il y a également des hubs anglophones qui sont partie prenante de ce réseau. Et la programmation qui a été en effet renouvelée, la confiance, je remercie également beaucoup l'AFD sans laquelle on n'aurait jamais réussi à monter ce réseau et cet ensemble de services. Après 3 ans de montage de ce réseau, et ces 60 incubateurs et structures qui sont présentes. L'objectif avec l'AFD sur cette deuxième programmation, c'est de passer à l'échelle. On a testé pendant les 3 premières années, dans une phase un peu pilote, un certain nombre de services à valeur ajoutée pour les incubateurs. On a développé des services de formation pour les équipes, extrêmement structurés, avec 52 chapitres de formation adressés aux équipes des incubateurs sur tous les sujets que ces équipes peuvent avoir à mener. Donc à la fois comment accompagner des startups, comment monter un incubateur, comment suivre les incubateurs, comment les aider à être prêts pour être face à des investisseurs. Donc 52 chapitres qui ont été testés. Il y a encore des formations qui ont été délivrées là, ces 2 premiers jours en amont d'Emerging Valley. Et ça, c'est extrêmement important parce que les équipes formées des incubateurs vont à leur tour être en capacité de former chacune des startups. Donc quelque part aussi pour la puissance publique, investir dans ces outils, c'est investir sur la durée. Et un incubateur, ça représente en moyenne sur les incubateurs d'Afrikinov une dizaine de startups accompagnées par an. Donc voilà, sur les 60 incubateurs qu'on accompagne, ça représente une communauté de startups de 500 ou 600 startups. Donc voilà, donc ça fait très très vite effet de levier dans cet investissement à ces outils d'accompagnement. Les autres services qui ont été développés sont aussi des services de labellisation. On a aussi, et je pense que Afrilabs partage ce constat, que dans ce dynamisme qui est extrêmement fort, il y a aussi des structures qui s'appellent incubateurs et qui finalement n'ont pas vraiment de locaux, pas vraiment d'équipes, pas vraiment de start-up.
Et très souvent, voilà, être capable de savoir quels sont ces incubateurs qui sont réellement en capacité de délivrer un service professionnel et d'accompagner de façon sérieuse les entrepreneurs, c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Donc, on a développé un référentiel en vue de labelliser des incubateurs ou des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant pour certifier d'un certain professionnalisme de l'offre. Donc c'est le deuxième service qui est très fort dans Afrikinov, qui a été développé, testé pendant ces trois années pilotes et qu'on va continuer de lancer, de mettre en œuvre avec l'objectif, à l'issue de ces 3 prochaines années de la programmation, d'avoir une cinquantaine de SAEI labellisés dans les pays d'Afrique et qui seront un peu des structures, voilà, de reconnaissance, les championnes de l'accompagnement de start-up. On a également développé des services pour faciliter la vie des incubateurs, et notamment les incubateurs délivrent tous des suivis de start-up avec des Excel, des PowerPoint, etc. Donc on a à travers Afrikinov développé un outil technique qui permet de faciliter le suivi pour chacun des incubateurs de leur start-up. C'est aussi un outil donc, qui s'appelle Ubora, qui peut générer des informations, des indicateurs de réussite, qui permettra aussi de faire quelques plaidoyers sur notre profession, sur nos professions, en disant, voyez, ça fonctionne. Vous voyez, une start-up qui démarre ici, voilà, est en capacité de créer tant d'emplois, de délivrer tant de valeurs et d'offrir voilà, des mesures aussi d'indicateurs, de tendances sur la création de start-up. Voilà, et cette programmation, deuxième temps de programmation avec l'AFD, sur un financement extrêmement important aussi de 2 millions d'euros, c'est aussi un passage à l'échelle d'Afrikinov avec la création d'une structure. On passe d'une logique de programme chez nous, Afrikinov, à une logique de structure qui va s'implanter à Dakar avec une équipe que je salue parce que c'est aussi aujourd'hui à Emerging Valley que cette équipe se réunit pour la première fois. Je salue Daouda Thio qui est ici avec nous, là-haut, et qui est le directeur, coordinateur pendant encore quelques heures, Christian, qui passe le relais à Daouda Thio, qui va donc monter l'équipe Afrikinov sur Dakar, avec une équipe qu'on a réunie de 5 personnes pour continuer de développer ces services, continuer de développer la communauté. Donc on se donne comme objectif d'avoir 110 membres d'ici 3 ans, de membres sélectionnés pour renforcer la communauté Afrikinov, développer Ubora, je salue les équipes qui sont en charge de ces différents volets, et continuer de faire progresser cette profession de structure, d'appui à l'entrepreneuriat qui est essentielle si on veut aider les startups. Voilà, donc aider les startups, c'est aussi aider ceux qui sont autour des startups, qui accompagnent, qui financent. Voilà, donc un grand merci en tout cas à l'AFD et voilà, et à bientôt pour les prochaines étapes de développement et de ce passage à l'échelle. En tout cas, merci beaucoup. Si on fait le calcul, 15 millions, 2 millions, 2 millions, il reste 11 millions. Donc, on a 4 millions sur le renforcement de capacité, plutôt pour les hubs, donc pour les startups, commencez à faire le calcul pour savoir maintenant à quoi vous avez droit exactement. On va continuer avec les opérateurs qui vont s'occuper plus de la partie financement. On sait que les business angels jouent un rôle important dans le financement des startups. C'est souvent les premiers acteurs qui financent les startups en Afrique. Dear Tommy, we know that business angels played a key role in startup financing in Africa. I'd like you to tell us more about what Aban are doing in Africa and what are you going to do with the support of AFG. Well, I hope you don't mind if I stand, because I'm No not problem. very good when I sit. No problem. Monsieur et Madame, s'il vous plaît, excusez-moi parce que je ne comprends français. Now, I don't know much about anything, but can I ask how many people in this room are actually entrepreneurs?
If you're a startup, put up your hand. Les startups, levez la main, s'il vous plaît. Les startups, toutes les startups, levez la main. Thank you. Now, if you have received mentoring, guidance from somebody senior with experience, can I see your show of hands? Si vous avez reçu du support, bon, j'ai pas besoin de traduire. Thank you. Now, what business angels do is not about investment of money. Money is the cheapest investment business angels make. More expensive is access to their business networks. A business angel will pick up the phone and call his connections for you as a startup. That costs more than money. It's called reputational risk. If you mess up, that's my reputation. The most expensive thing a business angel provides is time to mentor, to guide, and to advise. We have been working since 2015 as the African Business Angel Network to increase the number of business angels on the continent. This year, Dakar, Senegal, the Dakar Network Angels. Bamako, Mali, Mali Business Angel Network. Cotonou, Benin, Benin Business Angel Network. Oh, Casablanca, Morocco, Angels for Africa. And that's just this year. That's what ABAN does, is to identify local investors on the continent who can invest in startups. Why is that difficult? Africa has always had investors. We do buildings, we do trade. That is what we know. To say somebody is going to sit with a computer and press some buttons, and that will become a business, that's a challenge. So, the Africa Business Angel Network was set up to help to identify and educate local investors on digital investment. Once we've identified them, the second thing is to bring them together into angel networks. So far, we have in excess of 30 active networks in 30 countries on the continent. And finally, it is to engage with policymakers, because we believe that angel investment is a development asset, not a financial asset. So we are really, really thankful to the French, sorry, I'm African. I almost said, but you know what I meant. The French Development Bank. Thank you, guys, okay, for giving us this opportunity to actually help angel investors enhance their investment. So what is going to happen with Catalyst is very simple. If you find an angel investor to give you money, guess what? The money from AFD doubles it. It's that simple. Oh, but you have to be in a hub. That's the catch. Thank you for listening. Je vais peut-être résumer un peu, ou c'est pas nécessaire, non? Si? Très, très rapidement, le réseau African Business Angel Network a pour mission d'évangéliser un peu la mise en place de Business Angel dans différents pays en Afrique. Aujourd'hui, ils sont présents dans 30 pays. Ils ont des réseaux nationaux. Ils travaillent sur la mise en place de lois, notamment. Et ce que disait Tommy, c'est que le plus important, finalement, ce n'est pas l'argent qu'un Business Angel donne à un entrepreneur. Le plus important, c'est le temps qu'il passe avec l'entrepreneur. C'est le carnet d'adresses qu'il met à disposition de l'entrepreneur. C'est le conseil qu'il apporte à l'entrepreneur. Donc, c'est ça les éléments les plus importants, finalement, qu'un Business Angel donne. C'est beaucoup plus important que l'argent que le Business Angel donne à l'entrepreneur. Et Tommy Davis disait qu'il est très heureux d'avoir le soutien de l'AFD pour travailler avec eux sur un programme qui s'appelle Catalyst. Et de façon très simple, Catalyst, ça va consister en quoi? Ça va permettre à ce que chaque financement reçu par une start-up, bien un business angel, sera doublé par le financement issu de l'AFD. Autrement dit, si dans un des pays du réseau,
une startup reçoit 10 000 euros de financement de la part d'un business angel, en fait, il reçoit 10 000 euros supplémentaires, donc soit 20 000 euros grâce à l'AFD, ce qui lui permet d'être plus efficace, plus rapide, et ce qui permet aussi au réseau de continuer à se développer. On va continuer. Donc, ça, déjà, can I know the amount of the support of AFD? Non. OK, d'accord. Bon, donc on va avoir du mal à faire le calcul à la fin. OK, toujours dans le financement des entreprises, on sait que IEP, Investissement et Partenaires, que beaucoup connaissent, joue un rôle très, très important. Ils ont mis en place beaucoup de fonds. Il y a aussi des fonds locaux qui sont mis en place. On a avec nous Olivier Furdel qui dirige Teranga Capital, qui est l'un des fonds mis en place par IEP au Sénégal. Olivier, dans le cadre de ce financement de l'AFD, quelles seraient exactement les activités de IEP précisément? Merci Christian, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je représente la famille IEP qui a été présentée ce matin par Jérémy Ashdenberg. On fait le métier du financement en capital auprès de PME et de start-up depuis 2002, donc ça fait déjà plus de 15 ans, plus de 100 entreprises financées à ce stade, 30 sorties, 7 pays en Afrique, dont un bureau à Dakar où je suis situé. Alors notre constat finalement, avant d'entrer dans le comment, et on sait très bien que les entrepreneurs ont envie de savoir, bon finalement, qu'est-ce que vous faites et comment vous allez me financer, un petit point de liaison et quand même de rappel du contexte, qui est qu'au travers de toutes ces années d'expérience, on s'est rendu compte que dans différents secteurs, mais en particulier dans celui du digital, on faisait face, et c'est très frustrant pour les entrepreneurs et pour nous, à une difficulté de rencontre entre une entreprise, une start-up qui me dit « Ah, mais j'ai une idée brillante, voilà ce que je veux faire, voici le début d'une app, etc. » Et puis nous, investisseurs en capital, qui allons probablement avoir du mal à vous financer 100 000, 200 000 euros, etc. de prime abord. Et donc, ceci fait écho à ce qui a été mentionné, je pense, ce matin à plusieurs reprises, donc le problème de la vallée de la mort, le problème de l'investment readiness, ou le manque, donc désolé pour le mauvais français. Et donc, on aime le digital, on a fait déjà plus de 10 investissements de Dakar jusqu'à Tananarive, en passant par le Kenya, etc., dans des startups digitales, mais on s'est rendu compte, par l'expérience pratique de terrain, que ce n'était pas évident. Alors aujourd'hui, grâce au soutien de l'AFD, auquel on rend évidemment complètement hommage, nous annonçons le lancement d'un programme qui s'appelle IEP Accélération Technologie, qui vise justement à couvrir cela, à savoir à aider sur une période de 3 ans. Alors, je vais parler des montants parce que là, ils vont dire c'est également 2 millions d'euros. Donc, je crois que ça a été assez égalitairement réparti. Nous allons viser à appuyer, à amorcer et à accélérer une quinzaine de start-up qui seraient dans différents pays d'Afrique. Alors, on va particulièrement, puisque c'est là que nous opérons principalement, viser l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale francophone, mais aussi on va le faire au Ghana, à Madagascar, au Kenya, le cas échéant. Donc, appuyer cette quinzaine d'entreprises à fort potentiel pour les aider à passer des caps, à gagner en maturité, à faire leurs preuves, de manière à ce que, au-delà ou à la suite de ce parcours d'appui, eh bien, elles soient en capacité pleine d'aller chercher des financements traditionnels, chez des VC ou chez d'autres, et finalement de combler ce gap et ce problème qui, effectivement, pour nous, est très frustrant. Alors, comment? Financement et accompagnement, et ceci se place de manière évidemment très complémentaire à ce que les autres acteurs ici font et au-delà. On va financer sous la forme d'avances remboursables, donc non intrusives au capital. Donc, on ne va pas demander aux entrepreneurs tout de suite de nous donner une partie parce que s'ils sont en démarrage, c'est compliqué. Et ceux d'entre vous qui avons fait l'expérience de devoir parler de questions de valorisation, etc., très en amont, c'est compliqué, on ne se comprend pas et finalement, il faut trouver d'autres manières. Donc, avance remboursable, sans intérêt et sans caution. Donc, évidemment, cet argent, il est apporté de manière très aisée et très souple pour les entreprises, remboursable sur une durée assez longue, 24, 36 mois, voire un peu plus, et qui servira justement à renforcer l'entreprise là où on en a besoin. Ça pourrait être technique, ça pourrait être marketing, commercial, ressources humaines, etc.
À côté du financement, de l'accompagnement, et ça a été dit par tous, évidemment, ce n'est pas suffisant de mettre de l'argent, donc les montants seront entre 30 et 300 000 euros équivalents. Ce n'est pas suffisant de mettre cet argent. Notre expérience justement nous montre que les entreprises qui performent dans le digital et au-delà sont celles qui sont suivies, appuyées. Tommy en faisait l'écho. Voilà, le carnet d'adresses, c'est au moins aussi important que l'argent. Le renforcement d'outils de gestion, l'appui à trouver des débouchés, les mises en réseau, le mentorat, etc. Donc on va également faire tout ça. Et l'objectif est effectivement qu'au-delà, au travers de cela, on puisse contribuer à faire émerger voilà, des entreprises dont certains vont pouvoir vraiment devenir des petits champions sous-régionaux ou panafricains et véritablement montrer que c'est possible, démontrer la capacité d'un investisseur comme nous et bien sûr inciter les autres ensuite à faire de même pour déployer cela à plus grande échelle. Ok, merci Olivier. Donc, des avances remboursables entre 30 000 et 300 000 euros, pas intrusif au capital, donc c'est quand même très intéressant pour les entrepreneurs. Ils reçoivent en plus un accompagnement, principalement Afrique de l'Ouest, francophone et Afrique centrale, même s'il y aura des investissements dans les pays anglophones. J'ai bien résumé? Je pense qu'on va savoir le montant pour Aban tout à l'heure, parce que là, vous calculez, on est à 6 millions. On est à 6 millions, donc il reste 9 millions. On a deux autres acteurs du financement. Financement, je ne sais pas, je vais peut-être commencer par Mercy. Mercy Corps est plutôt connu comme ONG qui travaille principalement en situation de crise et en situation d'urgence. Mais je sais qu'il y a aussi Mercy Corps Ventures qui intervient apparemment sur du financement. J'ai regardé un peu sur le site, sur du financement plutôt d'entrepreneuriat social. Donc, dans le cadre de cette collaboration avec l'AFD, quel sera le rôle de Mercy Corps et sur quelle géographie? Bonjour. Excuse me as well for speaking English today. My name is Scott Onder. I'm the Senior Managing Director of Mercy Corps Ventures. Mercy Corps is a global humanitarian organization that works across 45 countries. We help communities build secure, productive, and just communities in some of the toughest circumstances imaginable. In Africa, we're working across 18 countries, including Central Africa Republic, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Uganda, Nigeria, many other countries. Mercy Corps Ventures is the impact investing division of Mercy Corps, and we invest in high-impact, highly scalable digital startups that are addressing a lot of the same humanitarian and development challenges that our humanitarian NGO is trying to address. So we invest equity and convertible debt in early-stage companies that are creating innovative solutions to financial inclusion, for agriculture, for youth employment and the future of work, for climate adaptation, and we tend to invest very early stage at the seed or Series A level, typically as the first institutional investor in a company. And we look to mobilize other investors to also invest alongside us, and then we work very closely with entrepreneurs for 2 or 3 years after we make an investment to provide tailored technical assistance to help them grow faster, smarter, better, and to ultimately raise that next round of equity financing. So with AFD support, which we're very grateful for, we're able to now make more investments throughout sub-Saharan Africa. We're partnering with Seguba, a really wonderful organization that incubates, just as my peers on the stage were talking about, incubates digital startups in West Africa. They're focused specifically on Mali, Cote d'Ivoire, and Senegal. They'll be hosting a cohort to accelerate up to 10 entrepreneurs in the first year. We'll be investing in at least 10 companies in sub-Saharan Africa over the next couple years. And we're going to be working very closely with those companies and with Seguba to provide very customized support to each of the companies throughout over time. And the way that we do that is we actually have a unit that is built for purpose of former entrepreneurs that have been successful in emerging markets. And
We'll provide assistance both at the board level, so we typically take a board seat or an observer role. So we work on governance, we work on financial management, but then we do consulting engagements with the companies on key business issues such as unit economics or go-to-market strategies, total addressable markets, customer segmentation, anything that we feel can help those companies grow faster and also have more impact. So we're doing quite a lot of identification of key metrics, both impact metrics and business metrics that are going to help incorporate the voice of the customer into their business and their operations more effectively. So what we're excited about with this AFD initiative is to be able to do that in more underserved markets, especially markets that don't have as active an ecosystem of early stage capital. So we want to fill that early stage financing gap. We're investing with a gender lens, so we're going to be investing in companies that are led by women and companies that are creating companies that are creating products and services that are tailored to women. Our investment team is also comprised of many women as well, so at the decision-making level, we incorporate that into our own methodology and strategy. We're also going to be focused in on climate adaptation investments that are helping some of the most vulnerable communities adapt to the shocks and stresses that are related to a changing climate. And companies that are trying to drive financial inclusion among the unbanked or poorly served underbanked population. And we see this as a key opportunity to collaborate with actually many of the organizations on stage here to coordinate capital, angel capital, as Tommy was talking about, early stage capital, and then also that follow-on capital after we've invested. And then we're looking forward to also partnering with many of the incubators throughout the networks that AfriLabs and my colleagues here have been talking about. So thank you very much, and I'll just end it there. Okay, thank you very much. Donc pour résumer très rapidement, Mercy Corps Ventures, donc qui est la branche Mercy Corps qui fait du financement, va adresser plutôt des startups qui vont adresser à leur tour des problématiques liées à l'humanitaire, tout ce qui est changement climatique. Ils vont regarder aussi particulièrement des startups gérées par des femmes. Ils sont présents dans 18 pays. Ils travaillent dans le cadre de ce support avec Suguba, qui est un incubateur qui est présent dans 3 pays. Et ils vont travailler avec Suguba justement pour avoir l'accompagnement technique de Suguba pour les startups dans lesquelles Mercy Corps va investir. Can I know the amount of the support from AFG? The amount? Okay, 3 million. Okay, thank you very much. Vous faites des calculs? D'accord. Parmi les acteurs du financement, on a aussi Green Tech Capital, qui se positionne aussi sur du financement, oui, mais qui a aussi la particularité de vouloir adresser toutes les étapes de maturité des startups qui sont accompagnées. Donc, Eric, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur Green Tech Capital et nous dire spécifiquement à quoi va servir le support ou le financement reçu de la part de l'AFD? Oui. Alors, je vais parler plus de la partie financière, bien que c'est Thomas qui est plus en charge de cette partie-là. Alors, un des aspects qui est important, qui est ce qu'on a noté en Afrique par rapport aux startups et à l'investissement, c'est que comme ce sont des structures qui sont jeunes, elles ont besoin de montants qui sont beaucoup plus petits. Et c'est assez difficile pour les sociétés d'investissement en fait, de pouvoir donner ces investissements parce que, grosso modo, investir dans une société pour un petit montant ou investir dans une société pour un grand montant, ça coûte pareil. Donc, ce n'est pas forcément super rentable pour une grosse société d'investissement de faire des allocations qui sont beaucoup plus petites. Comme je l'ai mentionné ce matin, dans le cadre de l'investissement de Green Tech, on a un travail en fait, opérationnel en fait, qui nous permet d'avoir une analyse
très profonde en fait de la structure et de la capacité opérationnelle de la structure. Et cela nous permet en fait d'investir et donc de pouvoir être plus ou moins confortable sur la capacité de la structure de faire bon usage des ressources qu'on va mettre à disposition. Dans le cadre du programme de l'AFD, l'idée était de pouvoir voir comment faire la meilleure allocation pour des prêts à taux zéro pour des startups, en étant sûr qu'elles ont en fait la capacité de faire un bon usage de ces fonds et avoir bien sûr donc un plus grand effet de ce support-là. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'AFD, on va co-investir, mais on va aussi pouvoir en fait débourser les... je ne sais pas si c'est débourser le bon terme, mais bon, on va pouvoir mettre à disposition aux startups des prêts à taux zéro. Ces startups qui auront été analysées et qui auront en fait non seulement en fait le prêt à taux zéro, mais un plan d'action, comment elles pourraient créer de la valeur avec ce prêt à taux zéro. Ce prêt à taux zéro ira jusqu'à 25 000 euros. Et donc voilà, grosso modo, en fait, ce qu'on va proposer avec l'allocation de l'AFD. Okay. Avant que tu me poses la question, le montant, c'est 3 millions. D'accord. Ça sera fait pour toute l'Afrique. Ce qu'on cible, grosso modo, c'est que il pourrait y avoir donc, on espère que en mettant en place ce système, on pourrait trouver en fait des structures qui vont non seulement bénéficier de ce montant de prêt à taux zéro, mais en plus de ça, auront la possibilité de rembourser pour essayer de créer une dynamique et pouvoir continuer à investir avec d'autres startups qui auraient besoin de ce montant-là. Donc là, c'est vraiment pour adresser le besoin des petits montants pour les startups et s'assurer en fait l'efficacité de ces montants-là. Quel est le plancher? Parce que tu as dit 25 000 euros maximum, mais le plus petit, le montant plancher? Alors, ce qu'on veut essayer de faire, c'est regarder plutôt l'efficacité de ces montants que le plancher, parce que sinon, ça perd un peu de la pertinence. Donc, okay. Okay. Donc avec GreenTech, on peut avoir du financement jusqu'à 25 000 euros, plutôt du financement à taux zéro, donc il faut le préciser. On est à peu près dans la même dynamique avec IEP, mais plutôt à partir de 30 000 euros jusqu'à 300 000 euros. Donc c'est-à-dire que l'objectif finalement, c'est de couvrir tous les besoins de financement des startups, du plus petit besoin jusqu'à possiblement 300 000 euros sans intérêt, donc ce n'est pas intrusif au capital, c'est quand même très intéressant pour les startups. Et voilà. On va laisser la parole au public. J'imagine que vous avez toujours des questions. Pour le calcul, je vous laisse faire, hein. C'est même pas la peine que... On va laisser la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Avant, peut-être un mot de fin. On ne peut pas prendre 10 minutes? 5 plus 5? 3 questions et il y aura un mot de fin des participants. Donc 3 questions. Ce n'est pas la peine de présenter vos structures, de présenter ce que vous faites ou de nous raconter pourquoi vous êtes là. On a juste besoin de savoir quelle question et à qui vous l'adressez de façon très très précise. 3 questions. Et ce n'est pas moi qui décide de qui parle, mais quelqu'un a le micro? Bonjour, Diagan Albami de la Mauritanie. Ma question est adressée à M. Tommy Davis. Merci pour votre engagement. Start-upers de la Mauritanie, pour profiter du African Business Angel Network, comment est-ce qu'on fait? Et à quand est-ce que le network sera développé en Mauritanie? Merci. Okay. Je pense qu'on va prendre les questions d'abord et ensuite on aura les réponses. Donc, deuxième question. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir comment,
en amont, vous repérez les porteurs de projets ou les startups que vous allez accompagner ou que vous allez financer, et comment en aval vous les amenez jusqu'à l'accès au marché, parce que c'est bien beau de les créer, de les accompagner, de les financer, mais il faut aussi qu'elles aient accès au marché. Ok, ça c'est pour les tech hubs. Troisième et dernière question. Bonjour, merci pour ces interventions. On n'a pas de questions de la gente féminine? Bon. Après. Non, on a 3 questions et... Non, mais c'est une question pour la diaspora. J'ai dit le micro. Allez-y. Non, je vais le garder. Non, mais simplement pour demander, j'ai vu que vous parlez beaucoup des startups en Afrique. Quid des jeunes Africains en Europe, de la diaspora? Ok. Comment vous les accompagnez? Merci pour la question. La question, j'ai entendu un oui quelque part. Non. Oui, madame. Ah, ok, on a je sais pas, vous. This is for Rebecca. Could you say what other things you're doing to support female entrepreneurs? Because I know it's something that is a subject close to your heart and you're doing a lot in that space. Ok, bon, peut-être une toute petite question encore. Ma petite question est, avec tout le portfolio que tous les... can I ask in English? Yes, okay. of course. So with all the different portfolios that you have, is the entire 2 million, 3 million going to entrepreneurs or some going to operational types? And then for the 25,000, how long to pay back? Ok. C'est bon. On va commencer les réponses et peut-être on va commencer par Tommy. Et n'hésitez pas à donner votre mot de fin après la réponse. For angel investors, there are actually 3 different stages of startups we look at. There is what we call pre-seed, that is before you have a product, when it's just an idea and you're at ideation. Some angels focus specifically on that. That is all the way till you get what we call a minimum viable product, or an MVP. Then you're really a startup because you've got customers. And that is what we call stage 2. There are angels that focus on that. Stage 3 is when you've got product market fit and you're looking for growth. And those are the 3 stages. Beyond that, it's really VC territory and people with bigger ticket sizes. So you'll find, to answer your question, typically $10,000 to $25,000 on average is what angels invest in Africa. Yes. What about Mauritania? Is that do you have network in Mauritania? Mauritania? Yes. Not yet, Not unfortunately. yet. Do you plan to set a network in Mauritania? So help me God, my aim personally is to have an angel network in every capital of every country in Africa. Thank you. Bon, ça va venir en Mauritanie bientôt. Rebecca, je crois qu'il y a... Oh, for the women, first of all, this is a personal endeavor. Obviously, I can't, as AfriLabs, I should say something about AfriLabs. We have an elected board. Our board of directors is elected every 2 years. And the current board has 5 women, including the board chair, and 2 men. And our executive team, our secretariat, has 5 women, 2 men. I think that some of what we can do to support women entrepreneurs is show the face of women entrepreneurs. I think the more people get used to seeing women in positions of leadership in startups or in the technology industry, the further we can go. So I think that would be my contribution. On the question about the tech hubs, about how C'était en français. on choisit, pardon, excusez-moi. Oui, comment on les sélectionne. En fait, ça dépend du hub. Chaque hub, chaque incubateur va avoir ses critères de sélection pour son programme d'incubation. Il y en a aussi qui ont des programmes différents, c'est-à-dire que des programmes d'incubation, ensuite des programmes d'accélération. Je pense que dans le partenariat entre AfriLabs et EBAN sur Catalyst, on va pouvoir très rapidement, à travers une plateforme qui a été développée, qui est en train d'être développée et qui fait partie du programme de Catalyst, de voir la progression des startups. Et donc, ce n'est pas seulement la sélection,
par l'investisseur, parce que ce n'est pas EBAN qui sélectionne qui va recevoir le financement, c'est le angel investor qui met son argent, cet accompagnement, mais il y a un suivi régulier de la start-up par l'incubateur. Donc l'incubateur va pouvoir dire combien d'emplois ont été créés, combien de nouveaux clients sont là. Donc il y a quand même ce suivi à travers l'incubateur. Okay. Ouais, je crois que... Oui. Peut-être Olivier, quand même un petit mot de fin, parce qu'après on va clôturer et répondre. L'accompagnement, oui, l'accompagnement, répondre aussi donc à deux questions. C'est vrai que les incubateurs ont ce rôle de détection, de sélection, d'accompagnement des entrepreneurs et de maillage avec les investisseurs. Les incubateurs ont aussi parfois même internalisent certains outils de financement avec Afriquinov et les membres incubateurs, membres du consortium d'Afriquinov. On a testé des outils de prêt d'honneur, donc là on a pas mal parlé d'outils de financement. Les prêts d'honneur testés avec Afriquinov sont sur des montants même encore plus petits que ceux qu'on a vus aujourd'hui, qu'on a cités aujourd'hui. Donc entre 10 000 euros et 30 000 euros, mais une moyenne de 10-15 000 euros, qui sont proposés par les incubateurs à leur start-up, donc dans leur pipe. Donc vous voyez, les hubs ont aussi ce rôle de détection, d'accompagnement, de renforcement de capacité des start-up, mais aussi de préfinancement. Et pour nos amis les investisseurs, ce sont autant d'interlocuteurs et d'outils qui permettent d'identifier des start-up intéressantes ou des projets qui vont être ensuite en capacité de rejoindre les réseaux des business angels ou des investisseurs. Voilà. Donc il y a une continuité, je dirais, entre l'accompagnement et un parallélisme aussi entre l'accompagnement et le financement, bien sûr, à ces différentes étapes. Et donc nous, les hubs, avons ce devoir de détecter, d'accompagner, de préparer les startups à rencontrer des investisseurs et donc qui prendront la suite pour le développement. Et sur les diasporas, monsieur, pour vous répondre, il y a également, bien évidemment, en France, en Europe, des incubateurs qui sont spécialisés aussi sur l'accompagnement d'entrepreneurs, je dirais, qui sont en France et qui veulent développer aussi des activités en Afrique ou qui veulent se développer en Afrique après avoir testé des modèles en France. Donc je citerai le nôtre, Bondinov. Il y en a d'autres, bien évidemment, en France et en Europe. Ça fait partie aussi, nous, c'est ce pourquoi nous sommes aussi dans cette dynamique Afriquinov, avec les incubateurs qui sont du consortium et membres de la communauté. Il y a bien sûr beaucoup de logique d'entrepreneuriat intercontinent, notamment dans l'innovation, à vision très internationale, que ce soit international à l'intérieur du continent africain ou continent africain et autres continents du monde. Voilà. Et donc il y a parmi l'offre, on disait tout à l'heure que les hubs peuvent avoir des offres assez variées en termes d'immobilier, d'accompagnement, etc. Sachez qu'il y a des incubateurs qui sont très spécialisés sur l'accompagnement de ces startups à l'international. Donc voilà, ça ne manque pas en tout cas dans cette dynamique de l'accompagnement. Et au plaisir de vous en parler un peu plus précisément. Voilà. Oui. On m'annonce qu'on a 15 minutes encore. Voilà. Donc on va reprendre des questions. Voilà. Donc vous pouvez applaudir pour Samir. Non, la 15 minutes. Oui, je sais. On va continuer les réponses et on pourra prendre encore une série de questions. Donc, on continue. Tu voulais répondre la répartition. Oui, donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. La répartition. Oui. Donc, en fait, sur on the question on how much goes to operations versus goes to the startups, it depends on the program, right? Because some of these programs aren't destined directly to the startups. They're directed to hubs, for instance, in the case of the capacity building program. But in the case of Catalyst, I think it's about 82.5% goes to the startup. The rest goes for operational costs and to support the hub that's supporting the startup.
So, but the startup gets 82.5%. Thank you. Il n'y avait pas de questions spécifiques, mais sinon, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Vas-y. Okay, so la façon. Your question was in English, right? Or you want in French? En français, ça va. Okay. La façon dont on utilise en fait les fonds de l'AFD, c'est que on investit en fait, on investit des ressources. Et sur le montant de l'AFD, en fait, la façon dont on va splitter, c'est qu'il y aura un tiers de ressources qui seront investies tous les startups, non, un tiers qui sera donné en cash aux startups et 2 tiers qui seront donnés en ressources aux startups sur le montant total. Derrière ça, nous, on rajoutera aussi notre investissement normal en addition de ce que eux ils ont rajouté, quoi. Donc, voilà. Ok. On va prendre une nouvelle série de questions, peut-être 3 ou 4 questions. Okay. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Christian, Rudy Casby. Ma question s'adresse plutôt à Eric Young. Vous investissez sur beaucoup de projets, notamment en rapport avec l'Afrique. Il me semble que vous êtes vous-même basé en Allemagne, c'était ce qu'il y avait écrit. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas une vision européenne de cette problématique, puisque par exemple on sait qu'en France il y a beaucoup de diaspora africaine, mais on sait qu'en Allemagne c'est un peu naissant. Est-ce que vous comptez un peu plus sur la France pour essayer de rééquilibrer par rapport à l'Allemagne, ou est-ce que vous avez un discours un peu différent vis-à-vis des investisseurs allemands en l'occurrence sur les startups en Afrique qui connaissent pas trop grand-chose, même si le Mittelstand fait un bon travail? Quelle est votre stratégie? On va prendre d'autres questions d'abord. Ça te laisse le temps de réfléchir. Oui, donc Éric Tonfo, ma question est à tout le panel. C'est de savoir quelle est la part de ces fonds qu'on puisse indirectement destiner à l'éducation, parce que pour ceux qui ont employé des personnes, des entrepreneurs qui ont employé des personnes sur le continent, ou même pour ceux qui essayent d'accompagner les entrepreneurs, on sait que l'éducation supérieure est la clé. Des entrepreneurs qui ne sont pas bien formés en bac plus 4, finissent par ne pas nécessairement être de bons entrepreneurs. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait le gap entre le challenge éducatif, l'AFD d'ailleurs supporte des tas d'universités, comment est-ce qu'on fait le gap entre ce challenge et finalement l'accompagnement? Parce qu'au final, si ce socle-là n'est pas présent, je pense qu'on peut continuer à accélérer les écosystèmes de start-up, par des hubs, on peut continuer à accompagner des entrepreneurs, on n'en fera peut-être pas des champions. Voilà. Mais peut-être que quelqu'un de l'AFD pourra aussi compléter la réponse. Il y a l'AFD dans la salle. D'autres questions? Une troisième et on va répondre? Non? Non? Ok. J'adore la question. Premièrement, c'est clair qu'en Allemagne, il y a moins d'expérience au niveau de l'Afrique qu'en France. Ça tombe bien puisque je suis d'origine camerounaise, ça aide d'être un peu plus ancré sur la notion africaine. Deuxièmement, il y a une différence pour nous au Green Tech en termes de notion d'investissement. C'est que quand on regarde la majorité des structures d'investissement, en fait, ils sont dépendants d'autres financiers. Okay? Et donc, je pense que pour eux, ils doivent investir dans les startups, mais ils doivent rendre compte aux financiers. Donc, ça veut dire que pour moi, les financiers sont leurs principaux clients et les startups aident. Et quand ils investissent dans les startups, en fait, ça contribue, mais dans le cadre des attentes des financiers qui ont mis en place l'opération. Dans le cas de Green Tech, on n'a pas cette situation-là. On investit 100% de chez nous, on investit dans les startups, et la façon dont on fonctionne que sur la performance des startups. Ça veut dire qu'en fait, le modèle d'investissement qu'on a dessiné, c'est un modèle où si les startups ne performent pas, on perd de l'argent.
Donc maintenant, je voudrais vous poser la question à savoir, à votre avis, quel est le modèle qui serait où il y a le plus de risques, où il faut être le plus aligné avec le besoin de l'entrepreneur? Donc c'est pour dire que je comprends qu'il y a une différence, mais l'opportunité qu'on a eue en Allemagne, c'est que justement, il n'y avait pas d'historique, il n'y a pas d'acteurs spécialisés dans l'investissement en Afrique. Mais par contre, on a voulu regarder le plus près en Afrique de savoir quels étaient les éléments qui étaient nécessaires pour investir et pour supporter les entrepreneurs. Et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé et qu'on a décidé de prendre un modèle totalement différent des autres modèles classiques d'investissement, ce qui est un risque parce qu'au niveau de l'écosystème, on est quand même un animal un peu différent. Mais aujourd'hui, on a, d'un point de vue des entrepreneurs, qui sont, comme je dis, notre premier client en fait, des retours assez positifs. Et d'un point de vue de performance, en tant qu'investisseur, on a des performances qui sont très satisfaisantes. Donc, voilà. Donc, je peux que l'expliquer comme ça. Merci. La question de l'éducation, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à apporter. Et je ne sais pas si l'AFD a envie de dire quelque chose. Il y a l'AFD. Par rapport à l'éducation, la question sur... L'AFD est là. Hein, oui. Mais par rapport à l'éducation, je pense que l'une des choses dont on a décrite, c'est de l'éducation. C'est de la formation pour les formateurs. C'est-à-dire que les hubs sont formés pour former les startups, les entrepreneurs. Donc cette formation, elle est spécifique, c'est vrai, pour l'amélioration de la start-up, pour qu'elle soit plus prête à l'investissement et mieux apte de bien gérer l'investissement qu'elle reçoit, mais ça fait partie de l'investissement. Mais on ne peut pas remplacer les universités. Ça, je ne pense pas que ce soit notre vocation. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Oui, Christian, oui? peut-être. Pardon, oui, Louis, pardon. Oui. On laissera l'AFD certainement répondre. Sur la question de l'éducation, je pense, touche de manière plus large, on peut la voir de manière très macro, de manière très micro. Donc nous, on essaye, puisqu'on finance, on accompagne des promoteurs au quotidien, promotrices et promoteurs d'ailleurs, on essaye de voir ça également dans les projets qui nous sont proposés. Dans le cas de IEP Accélération Technologie, on va effectivement, comme on l'a compris, pouvoir prendre plus de risques, c'est d'ailleurs important, et de ce fait-là, regarder des secteurs ou des sous-secteurs technologiques ou facilités par la technologie qui ne sont pas souvent financés, parce qu'il y a un problème de modèle économique, un problème de rentabilité ou autre. Donc, des secteurs comme l'agritech, comme le EdTech, ou la e-éducation, e-formation, la e-santé, seront largement favorisés. Et pas uniquement la fintech ou ce qui est bien sûr bien connu et financé plus largement par ailleurs parce que c'est plus bancable ou considéré comme étant plus bancable. Donc, on a déjà des premiers exemples. On voit qu'effectivement des plateformes EdTech qui permettent de toucher un plus grand nombre, donc la question de l'accessibilité, l'inclusivité et la démocratisation de la qualité et du coût de formation est quelque chose que la technologie peut porter. Et donc nous, on espère trouver ça. On ne va pas évidemment le décréter. Il faut que des promoteurs, il ou elle dans la salle, viennent nous voir et nous disent « Regardez, j'ai ça comme projet, veuillez m'accompagner ». Donc on essaye de travailler là-dessus. Et puis un petit mot sur parce qu'on est un investisseur à impact. Et donc on cherche ces impacts et de manière encore plus accentuée dans le cadre de la facilité qui est accordée par l'AFD, bien entendu. Et puis un petit mot sur la question, alors on a parlé du genre, nous on aime beaucoup les promotrices femmes dans la tech, on en voit que trop peu malheureusement, donc le travail que vont faire tous les collègues va aider à bouger le curseur, mais aussi sur la question un peu implicite qui a été citée, de dire, bon, mais quel type de promoteur est-ce qu'on soutient ? Nous, très clairement, nous souhaitons soutenir, comme dans nos activités traditionnelles, des promoteurs, promotrices africains, africaines ou d'origine africaine, qui sont durablement installés sur le continent. Donc c'est notre thèse, c'est notre position, et bien sûr, c'est comme ça qu'on pense qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Merci beaucoup. On va conclure. On va demander un dernier mot à tous nos panélistes. Some words to conclude about, for example, the future challenges of innovation in Africa, about our ecosystem. Yeah, so actually I'll address that question as well as the education question, because we're seeing entrepreneurs transform every sector imaginable, including education. And
we're excited to invest in education technology companies that are transforming the way that people can access employment and work opportunities. So we've been actively investing in companies that are ed tech companies that are basically transforming the future of work. Yeah. Thank you. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que le marché africain, il est très différent du marché européen. Et je pense des autres marchés. Tous les autres marchés, non? Non, mais parce qu'en fait, quand on parle d'investissement, je vais comparer l'investissement nord-sud, si vous voulez. Et je pense, en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une volonté de tester des nouvelles solutions d'approche d'investissement qui sont plus dessinées pour l'Afrique. Et je trouve qu'en fait que les initiatives comme celle-là en fait sont intéressantes parce que si jamais ces initiatives n'existent pas, on resterait dans un système d'investissement qui est très fermé en fait au type de structure qu'il y a en Afrique, et ce ne serait pas forcément une bonne chose. Et je trouve que c'est une façon pour les institutions d'implémenter un peu d'innovation et de chercher en fait des solutions qui peuvent répondre en fait aux problématiques des entrepreneurs africains. Donc l'AFD doit continuer à faire ça. Ouais, j'espère. Mot de fin. Oui, merci beaucoup. Mot de fin, merci beaucoup encore à l'AFD de nous aider à contribuer au renforcement de capacité de ces écosystèmes africains qui effectivement rencontrent les problématiques d'éducation, financement, accompagnement, tout ça est très lié. Chacun apportant un peu une pierre au moulin avec des démarches qui sont très complémentaires, AfriLabs, Afrikinov, les outils d'investissement. Si tu me permets, je voudrais aussi faire une petite annonce parce qu'on lance aujourd'hui, on a beaucoup parlé du financement des startups. On lance aujourd'hui une étude dans le cadre de l'Observatoire des prêts d'honneur dont on communiquera les résultats dans la pièce A01. Donc le lancement de cette étude se fait aujourd'hui. C'est une étude sur le panorama des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur donc accordés aux entrepreneurs à titre individuel sont en place en Afrique depuis une petite dizaine d'années. Il y a énormément d'initiatives qui se font aussi là pour essayer de mieux préparer les entrepreneurs à cette question de l'accès au financement avec des outils qui sont conduits par les incubateurs eux-mêmes. Je disais tout à l'heure avec les incubateurs d'Afrikinov, on a testé ces outils avec grand succès. Ce panorama des prêts d'honneur est une étude qui essaye de présenter les différentes initiatives, les différentes approches dans ce prêt d'honneur pour essayer de mieux outiller, les startups sur cette question d'être prêt pour les passages suivants, d'être prêt pour aller chercher la confiance d'investisseurs de type business angel. Donc voilà, petite annonce de ce lancement et on vous retrouve avec plaisir en salle A01. À quelle heure? À 16h. Okay. Voilà, merci. Olivier. Okay, they say final words. About 9 years ago, I invested about $18,000 in a startup. Today, that startup employs 46 people. That's what this is all about for me. That's what we're talking about, is the ability of young Africans to create businesses that employs Africans. The AFDB has done good. AFD. AFD, I'm going to get it right someday. Okay, guys, you know. All right, excusez-moi. AFD, thank you, has done good by supporting this cause. And I think when we sit down 3, 4, maybe 5 years from now, and we start counting the impact from all the people you're seeing sitting on this stage, you will be able to give a round of applause, a rousing one, to the French Development Bank. Thank you. Je voulais conclure en disant qu'il y a d'énormes synergies
autour de cette table et que vous allez constater qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc Tommy, il a été entrepreneur. Donc pour les startups qui sont dans la salle, on est vous. Moi, il y a 20 ans, lui peut-être un peu plus. Donc toutes les problématiques, tout ce que vous vivez, on l'a vécu. Tout à l'heure, Mercy Corps a dit que l'encadrement, il vient d'anciens entrepreneurs. C'est essentiel parce qu'on comprend ce que vous vivez, on comprend les difficultés que vous avez. Quand vous nous parlez des salaires à la fin du mois et de ce stress de payer les salaires, on comprend ce dont il s'agit. Et donc, je pense qu'il y a énormément de collaboration. D'abord, on se connaît tous, on travaille tous ensemble et on a tous cette volonté de ramener le niveau des startups africaines et d'élever ce niveau et de le faire ensemble. Et donc, merci beaucoup à l'AFD pour avoir contribué à nous organiser, à nous financer et à nous aider à élever le niveau des startups africaines. Merci. En guise de conclusion, je me joins aux remerciements évidemment appuyés à l'AFD, Samir aussi d'ailleurs, Emerging Valley, pour porter effectivement ce dialogue au sud, mais aussi au nord. Je me joins à ce que dit Rebecca sur l'écosystème, véritablement, le fait qu'on se connaisse tous, on travaille tous finalement dans la même direction, chacun avec ses modèles et ses spécificités, mais vraiment de manière complémentaire. Et mon vœu est effectivement qu'on puisse porter tout cela ensemble et créer des vagues d'entrepreneurs qualifiés, bien formés, successful financièrement et au niveau des impacts. Lors d'une conférence récente à laquelle certains d'entre nous d'ailleurs ici assistions il y a quelques semaines, sur le thème de l'investissement qui est plus le mien, on mentionnait que les statistiques pour l'Afrique en général montraient que l'investissement dans le domaine technologique en Afrique avait représenté 1,1 milliard de dollars l'année dernière, et ça avait fait x3 déjà par rapport à l'année d'avant, donc c'est effectivement très prometteur, mais de manière encore plus intéressante, et je vois David qui connaît bien cette statistique, cela rejoint le montant, le niveau d'investissement en Afrique, celui de l'Afrique globale par rapport à l'Asie du Sud-Est en 2014. Et quand on voit la croissance que l'Asie du Sud ou du Sud-Est connaît au niveau technologique, eh bien, on sent qu'il y a vraiment un vent très très porteur. Mais bien sûr, cette croissance, elle devrait être partagée, elle devrait être disséminée. On pense beaucoup à travailler, évidemment, le Nigeria est un pays important, le Kenya aussi, mais il faut que ce soit partagé dans d'autres pays, vers des entreprises le plus, non pas les quelques usual suspects, et les happy few, mais bien sûr beaucoup d'entreprises. Et donc tout ce travail de fond est celui qui, à nouveau, est représenté par toutes les structures et les programmes ici annoncés. Et à nouveau, merci à l'AFD pour tout cela. Merci beaucoup à nos panélistes. Donc, vous auriez compris que l'AFD soutient le développement des écosystèmes en Afrique. L'AFD soutient les hubs. L'AFD participe au renforcement des capacités des hubs qui font un travail important dans les différents pays où ils interviennent. L'AFD travaille aussi avec des acteurs qui font du financement de différentes manières, en passant par des réseaux de business angels, en passant par des investisseurs plutôt classiques, en essayant d'adresser les différents besoins de financement, quel que soit. On a beaucoup parlé de gap de financement en Afrique. On a beaucoup dit que les financements n'étaient disponibles qu'à partir d'un certain montant. Avec ce qu'on a entendu ce soir, on se rend compte qu'on peut déjà avoir du financement sans plancher, parce que Eric a dit que c'était vraiment sans plancher, mais on pouvait aussi avoir du financement avec 5 000 à 30 000 euros jusqu'à 300 000 euros, dans des conditions qui sont plutôt intéressantes finalement pour le type de start-up que nous avons. Ce n'est pas intrusif au capital, donc ça permet aussi aux entrepreneurs de prendre un peu plus de risques. On a un encadrement de la part des tech hubs qui sont renforcés. On a un réseau de business angels au niveau du continent qui fait un travail excellent. Et tout ça est supporté par l'AFD et j'espère va continuer à être soutenu par l'AFD. J'espère que vous auriez
vous aurez compris le détail de cette facilité de financement de 15 millions d'euros que l'AFD est en train de lancer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents panélistes. Et si vous pouvez applaudir pour eux, merci beaucoup. Merci. Merci Christian. Et on applaudit Christian pour la modération. Et je vous demande donc de remercier Rebecca Nolchang, Olivier Furdel, et de les applaudir, Tommy Davis, Ninon Duval, Eric Young et Scott Under. Merci beaucoup.